Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour nous interroger. La France est-elle encore une grande puissance militaire? Est-ce que nous avons toujours les moyens de notre ambition, les moyens de notre politique étrangère pour résoudre des conflits, pour lutter contre le terrorisme qui vient nous menacer sur notre territoire? Avec nous ce soir, il y a Arnaud Danjean. Bonsoir, monsieur le député. Vous avez travaillé à la DGSE, donc vous connaissez bien les questions de défense. Vous les connaissez même de l'intérieur, si je puis dire. Vous avez été au cabinet du ministre des Affaires étrangères de 2005 à 2007. Et depuis 2009, vous êtes député européen. Au Parlement européen, vous avez présidé la commission sécurité et défense. Et en plus de tout cela, vous êtes un élu de terrain, puisque vous êtes conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ah, pardon, ah oui, et donc, voilà, vous avez toujours la Bourgogne ancrée dans le cœur, et on salue d'ailleurs tous les ateliers de Bourgogne qui nous suivent ce soir par cette occasion. Et nous sommes aussi avec Michel Goya, qui est l'auteur d'un livre que je crois il ne faut pas hésiter à lire, qui s'appelle Les Vainqueurs, un livre qui rappelle que cette Première Guerre mondiale n'a pas été gagnée par hasard, qu'il y avait des Français qui se sont engagés, qui ont aussi été des militaires à cette occasion, qui ont donné leur vie. Et donc voilà, c'est votre dernier livre. Vous êtes colonel des troupes de marine. Vous avez été l'assistant du chef d'état-major des armées pour les questions de doctrine militaire. Vous avez beaucoup enseigné à l'école pratique de hautes études, à Sciences Po, à l'IRIS. Vous avez d'ailleurs un doctorat d'histoire. Et on peut dire que vous êtes un spécialiste de la guerre moderne, du comportement au combat et des questions d'innovation militaire. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous ce soir. À travers ce sujet des moyens que nous avons pour porter notre politique étrangère, il y a, lorsqu'on en parlait un peu avant entre nous, des tensions qui apparaissent, des tensions territoriales, des grands écarts techniques. Arnaud Danjean, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous constatez en termes de tensions entre les différents théâtres sur lesquels nous sommes obligés d'envoyer nos armées aujourd'hui? Bien, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci Bruno de nous accueillir et puis merci de m'avoir convié à ce débat passionnant. Je suis ravi d'être avec le colonel Goya, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai eu l'honneur, il y a quelques mois, de présider le comité qui a piloté la revue stratégique de la défense nationale et de la sécurité. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans les débats que nous avons pu avoir avec des personnalités hautement qualifiées, puisque ça allait du chef d'état-major des armées, on a commencé avec Pierre de Villiers, puis on a fini avec François Lecointre, et puis les chefs d'état-major des différentes armées, avec des spécialistes des questions de défense et des questions diplomatiques. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'abord de constater qu'en moins de 30 ans, l'armée française a connu des bouleversements sans doute sans équivalent pour n'importe quel autre corps social et autre profession dans notre pays. Pensez qu'en moins de 30 ans, on est passé d'une armée, j'allais dire, massive, quantitative, devant faire face à une menace soviétique, donc dans un cadre territorial très européen, à une armée aujourd'hui professionnalisée, extrêmement pointue, qui s'est définie depuis 15 ans par essentiellement de la projection extérieure, et à laquelle on demande aujourd'hui de se reconfigurer de nouveau pour faire face à des défis totalement inédits qui concernent l'espace, qui concernent la cyber, qui concernent un champ universel, j'allais dire de la mer de Chine jusqu'à notre propre territoire. Bref, on a des bouleversements qui sont, je ne dirais pas sans équivalent, parce qu'il y a des périodes de l'histoire où il y a des accélérations comme ça qui obligent à des transformations massives, mais qui sont quand même très significatives. Et en dépit de toutes ces transformations, nous avons, je pense, gardé un outil militaire d'une extraordinaire performance.
mais ça ne va pas sans tension. Ça ne va pas sans tension sur les ressources humaines, ça ne va pas sans tension sur les ressources budgétaires, ça ne va pas sans tension sur les ressources d'équipement et les ressources capacitaires. Et on peut légitimement se poser beaucoup de questions sur la soutenabilité de ce modèle et des tensions qui existent sur notre modèle militaire. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est aujourd'hui le recours qui est fait, peut-être abusif d'ailleurs, mais le recours très systématique à nos forces armées qui, dans un état, alors comment le définir, mais dans un état qui ne se porte pas bien, on va dire ça comme ça, pardonnerez l'euphémisme ou l'imprécision de la caractérisation de ce qui se passe, mais dans un état qui ne fonctionne pas bien, comment l'armée apparaît aujourd'hui comme quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui marche, quelque chose qui est loyal et performant. Et du coup, ça génère une tentation que je trouve à titre personnel excessive de l'utiliser, de l'employer, j'allais dire, à tort et à travers. Et aujourd'hui, on a une inflation des missions qui sont confiées à nos forces armées. Si je voulais être un peu caricatural, je dirais que ça irait du ramassage des poubelles lorsqu'il y a la grève jusqu'à la lutte contre les djihadistes au Sahel. Et donc on a voilà, c'est un peu un tweet de Michel Goya que je voulais citer. Je vais lui laisser en parler après. Mais voilà, donc on a cette extension, pas infinie, mais en tout cas extrêmement vaste, des missions qui sont confiées à nos forces armées, sans avoir forcément pensé les moyens qui vont avec, et puis également les cadres juridiques, doctrinaux qui doivent accompagner ce mouvement, tous azimuts. Et puis l'autre tension qui m'est apparue très fortement, c'est entre la rusticité et le modernisme. À savoir qu'aujourd'hui, nous devons à la fois être capables d'anticiper et de nous projeter sur les prochains lieux, les prochains théâtres de conflictualité, et ça va concerner notamment l'espace, dont on parle de plus en plus, ce qui veut dire que ça requiert des moyens technologiques faramineux, mais des investissements également faramineux. Il faut être à la fois capable de se projeter dans cet univers de très haute technologie et de recherche qui est quelque chose de vertigineux en termes d'investissement, et en même temps de penser nos capacités et de maintenir des capacités qui sont extrêmement rustiques quand elles sont déployées, comme sur les théâtres africains où nous luttons prioritairement aujourd'hui. Et donc vous avez cette tension qui existe dans nos armées et dans leurs revendications, entre des gens qui veulent se projeter dans la guerre du futur et penser haute technologie et avenir, et des gens qui vous disent tout ça est très intéressant et passionnant, mais nous, au quotidien, ce dont on a besoin, c'est de changer nos vieux VAB de 50 ans, c'est de mettre des rustines sur des choses qui ne sont pas forcément les plus performantes sur un terrain qui est extrêmement rustique. Et ça crée une tension aussi dans l'allocation des ressources budgétaires. Voilà, je voulais vous livrer ces premières réflexions pour lancer un peu le débat, tout en ayant quand même à l'esprit qu'en dépit de toutes ces tensions qui peuvent traverser nos forces armées, la fixation des priorités et tous les problèmes de ressources qu'on peut avoir, la réponse à la question que vous posez ce soir est que, de mon point de vue, oui, la France reste une grande puissance militaire. Oui, parce que je connais peu de puissances militaires aujourd'hui capables de faire ce que font les armées françaises. Ça ne veut pas dire que ce modèle est tenable, ça ne veut pas dire que ça ne va pas sans difficulté, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire et qu'il ne faut pas remettre en cause un certain nombre de choses, mais je pense que nous sommes, quand on se compare à beaucoup de nos voisins et partenaires, et y compris à des puissances plus problématiques, nous tenons notre rang. Et c'est en soi d'ailleurs assez extraordinaire qu'on en soit à cette position. Mais encore une fois, ça ne va pas sans fragilité et il faut être conscient de ça. Avec cet écartèlement incroyable, je lisais ce tweet de Michel Goya disant si vous avez besoin de chasser des sangliers, d'aider des jeunes à faire leurs devoirs, de remettre de l'ordre dans tel ou tel quartier, n'hésitez pas à appeler l'armée, elle sera toujours présente. Michel Goya, comment est-ce que vous définiriez ce paradoxe aujourd'hui où on a une armée professionnelle à laquelle on demande d'intervenir sur le territoire à travers Sentinelle et d'autres missions qui peuvent sembler un peu plus farfelues, notamment quand on parle des sangliers? Oui, alors on pourra dire que c'est, d'une certaine façon, c'est la rançon de la gloire
où c'est une sorte d'hommage aux qualités de nos soldats. Mais en fait, je pense surtout, et c'est une caractéristique de la France, c'est qu'il est très facile en France d'engager la force armée. Voilà. Il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup de démocraties, c'est beaucoup plus compliqué. En France, sous la Ve République, il suffit que le président de la République le décide. Depuis peu, il est nécessaire d'avoir une approbation sur les opérations une fois au Parlement, mais enfin, globalement, c'est extrêmement facile d'utiliser la force armée. Or, d'abord, c'est facile, je l'ai dit. Ensuite, lorsqu'on a mis en place notre nouveau modèle de force au début des années 60, le modèle inspiré par le général de Gaulle, on a aussi mis en place un certain nombre de liens avec un certain nombre de pays africains essentiellement, qui nous ont, petit à petit, nous ont amenés à intervenir. Beaucoup. On est le pays qui intervient militairement. Quand on fait le ratio nombre d'interventions, nombre de soldats, on est le pays qui intervient le plus au monde. Ça, c'est quand même frappant. Quand je commandais une compagnie d'infanterie de marine en 1998 en République centrafricaine, je m'étais amusé à calculer combien on avait tous dans la compagnie, donc on était 150, combien on avait fait d'opérations extérieures. Au total, on avait fait 700. On avait fait 700 opérations tous ensemble. Un de mes adjoints en avait fait 33. Un adjudant-chef. Donc voilà, on fait beaucoup d'interventions militaires. Bon. Donc à la limite, on pourrait dire ça, c'est le cœur du métier. Il faut quand même le rappeler. Une armée, c'est un instrument politique c'est un instrument de force, de puissance politique. Bon. Et puis, on peut l'utiliser aussi beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai été frappé en 1986, au moment où il y a eu simultanément, enfin quelques mois après, des attentats d'origine iranienne à Paris. Il y a eu l'explosion de Tchernobyl aussi à ce moment-là. Et puis, un Allemand qui avait écrit un livre qui s'appelle Ulrich Beck, qui a écrit La société du risque. Et moi, j'ai pu constater une sorte de dérive dans l'emploi de la force de la guerre, fondamentalement, donc cet affrontement politique, qui est la mission première, à de la gestion du risque, voire de la gestion du stress de la population. Et l'armée comme anxiolytique, d'une certaine façon. Typiquement, en 1986, attentat à Paris, d'origine iranienne, tout le monde le savait, on emploie pour la première fois l'armée sur le territoire national aux frontières, ce qu'on appelait l'opération garde aux frontières. Donc je suis retrouvé face au Luxembourg, avec des douaniers, des policiers de l'air des frontières, à barrer de mon corps la frontière des terroristes luxembourgeois. Et ça a marché. Ça a marché, puisqu'il n'y a pas eu d'attentat luxembourgeois. Mais voilà, donc on était typiquement dans une opération de démonstration. Engager l'armée, envoyer des militaires, c'est facile, c'est démonstratif, ça fait homme d'État, donc, etc. Donc la tentation, c'est quand même d'en abuser un petit peu, y compris d'ailleurs dans les interventions militaires. J'étais aussi au Rwanda en 1992, avant les massacres. Bon, pendant une journée, je me demandais, mais au fait, on était en mission de combat, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Donc oui, les militaires font plein de choses, ils savent faire plein de choses, ils savent éduquer, ils savent encadrer, ils savent se battre, ils prennent des risques, ils sont disciplinés. Bon, profitons-en, on veut mettre en place un nouveau système de service national, qui ont fait appel, tendance à faire appel naturellement aux militaires. Dès qu'il y a quelque chose de violent et sérieux on tente de faire appel, c'est aux militaires. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que, et je le redis, la force armée, il y a la guerre, il y a la police, c'est pas la même chose. Ce sont des usages de la force légitime complètement différents. Si on a créé, après la Première Guerre mondiale, des gendarmes mobiles, c'est pour décharger complètement, par exemple, les militaires des missions de maintien de l'ordre, parce qu'avant la guerre, ça avait fait des ravages. Ça avait fait des ravages, le maintien de l'ordre contre les mineurs, contre les viticulteurs, les inventaires. Ça avait fait des ravages dans l'armée. Ça a été indirectement une des causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'affaiblissement de l'armée française et sa perte sa capacité de dissuasion vis-à-vis de l'Allemagne, par exemple. Donc méfions-nous de tout ça, de cet abus. Le tout dans un contexte, effectivement, aussi de tension budgétaire. On demande beaucoup de choses aux militaires, alors que les militaires sont de moins en moins nombreux. Notre armée a connu un big crunch. On a 2 fois notre force de frappe nucléaire, elle a diminué par 2 depuis la fin de la guerre froide. Notre force conventionnelle
De fait, elle a diminué par 6 notre capacité d'intervention. En 1990, on pouvait, sur un coup de sifflet, engager 100 régiments d'actifs, de réserve aux frontières. Aujourd'hui, coup de sifflet, si vous arrivez à en équiper 12 complètement, et pas au bout de 2 jours, hein, ce sera grand maximum. Donc il faut bien comprendre ça aussi. On a eu, et je pense que c'est d'ailleurs notre problème premier militaire. Hein. On a une armée de grande qualité, incontestablement. On a des soldats surtout. Ce sont eux qui font la qualité de cette armée, qui sont bons, qui sont expérimentés. Il faut en être fier. Mais nous avons perdu notre masse critique. La quantité, c'est aussi une qualité. Et on a perdu aussi la capacité à remonter en puissance. En 1914, tout citoyen français était soldat. Voilà, donc la patrie était en danger. Et ben, dans la foulée, vous aviez plusieurs millions d'individus qui se présentaient aux frontières. Mais alors justement, maintenant, c'est fini. Quand on vous entend, on se dit que il faut regretter un peu la conscription, en fait. Hein. La décision de passer à une armée de métier, est-ce que c'était une bonne décision a posteriori ou pas? Oui, à vous deux. Je pose la question à vous deux, bien sûr. Ça se discute. Il faut le service militaire, c'est un impôt en temps et éventuellement un impôt en sang. Et il ne se justifie que s'il y a véritablement une menace. Elle correspond aussi à une définition de la défense. À la base, c'est quand même la question fondamentale et la suivante. Hein. Qui défend la cité ? Qui défend la patrie ? Est-ce que ce sont tous les citoyens ou est-ce que ce sont certains individus ? Les citoyens payent l'impôt. Ça, c'est un contrat social en France qui date de la guerre de 100 ans. Hein. On accepte de payer l'impôt et en échange, l'État dispose du monopole de la force et il en fait ce qu'il veut. Il achète des soldats, il paye des soldats professionnels, des volontaires, etc. Soit c'est tout le monde, soit c'est des gens professionnels payés, mais on peut imaginer un système aussi intermédiaire, hein, et notamment des réservistes. Vous avez des armées professionnelles depuis très longtemps, comme les armées britanniques et surtout... l'armée américaine n'est pas professionnelle depuis longtemps, mais voilà, qui font appel massivement aux réservistes. Quand l'armée américaine s'est complètement professionnalisée en 1973, ils ont conçu leur système de telle sorte que rien d'important ne pouvait se faire sans faire appel massivement aux réserves, c'est-à-dire au reste de la nation, à l'ensemble de la nation. Donc c'était une manière pour eux d'impliquer complètement l'ensemble de la nation dans l'effort de guerre. En Irak, il y avait 40% de soldats américains qui étaient des réservistes ou des gardes nationaux. Oui, c'est un chiffre énorme. Là-dessus, pour compléter ce que vient de dire Michel Goya, moi je crois qu'il faut faire attention à une forme de mythification rétrospective du service national et de ce qu'il était devenu. Il faut avoir conscience que quand il a été transformé, quand on a fait la professionnalisation des armées, il y avait des vraies raisons à cela. D'abord, d'un strict point de vue du service national et de son fonctionnement, il se trouve que moi je fais partie de la dernière génération qui a fait le service national. J'en étais très content, très fier. J'ai fait un service long, j'étais officier, c'était formidable. Mais pour un type comme moi qui y trouvait son compte et qui s'épanouissait dans ce qu'il faisait, il y avait quand même beaucoup de gens qui faisaient un service soit totalement inintéressant, soit des gens qui y échappaient complètement. Et donc ça avait perdu complètement son caractère d'universalité et de représentativité et même d'utilité. Hein. Il y avait des gens qui étaient des supplétifs pour tenir les blanchisseries et puis balayer les cours, quoi, hein. Donc il faut avoir conscience de ça aussi. Il ne faut pas mythifier en disant c'était un formidable truc d'intégration et tout le monde y allait, j'allais dire la fleur au fusil, pardonnez-moi l'expression, et puis c'était formidable pour tout le monde, un outil d'épanouissement. C'était pas vrai. C'était plus ça le service national. Il faut avoir conscience de ça. L'autre chose, c'était les besoins opérationnels de nos armées. Et on avait vécu des transformations géopolitiques majeures qui faisaient qu'effectivement, au moment de la guerre d'Irak en 90, on a vu que la décision du président de la République à l'époque avait été d'envoyer des troupes uniquement professionnelles et que ça avait profondément bouleversé l'organisation de nos régiments parce qu'il avait fallu prendre dans ces régiments les gens professionnels pour partir au combat, en opération extérieure. Et le degré en plus de professionnalisme qu'impliquent maintenant les opérations et les matériels font que c'est quand même pas inutile et pas totalement illogique d'avoir des professionnels. Pour autant, je crois qu'effectivement, et c'est pas du tout pour trouver un juste milieu ou se défausser des débats difficiles, mais je pense effectivement que le bon équilibre, il est celui entre une force armée professionnelle et une capacité de réserve. Mais la capacité de réserve, aujourd'hui, elle est aussi
surtout à organiser dans la société civile. Je pense en particulier au monde de l'entreprise, parce que ça veut dire qu'il faut une organisation pour ça. Ça veut dire que les acteurs sociaux doivent jouer le jeu de ces réserves, de ces périodes de réserve, et c'est pas simplement une période de folklore, c'est pas 15 jours de congé que va prendre un cadre ou un employé, un salarié, pour aller se mettre en uniforme et crapahuter et entretenir sa forme physique. C'est des périodes, ça peut être 4 mois, extrêmement intenses, où les gens vont sur des théâtres d'opération, et ça doit être pris en compte dans la valorisation des carrières, mais aussi dans l'organisation du travail. C'est quelque chose de considérable, et Michel Goya citait l'exemple américain. Aux États-Unis, c'est une vraie culture. C'est une vraie culture. Et effectivement, sur la plupart des théâtres extérieurs où sont engagées les armées américaines, vous avez soit à titre des réserves ou de la garde nationale, vous avez une proportion non négligeable de gens qui sont des professionnels, des civils par ailleurs, mais qui bénéficient d'un système parfaitement rodé où les entreprises, les administrations les mettent à disposition des forces armées, et c'est quelque chose qui est valorisé et valorisant. On en est encore loin en France dans la façon dont on fonctionne pour créer un système dual, j'allais dire, entre les professionnels et les réservistes. Pour ma part, je pense que revenir à un système de conscription intégrale est totalement illusoire et ne répondrait pas aux besoins. Je pense qu'en plus, ça serait extrêmement coûteux et qu'on ne peut pas se permettre ce genre de choses aujourd'hui. Donc il faut trouver d'autres formules plus, je dirais, modulaires, pour employer un mot un peu à la mode, mais voilà, des formules plus souples qui permettent malgré tout de garder une nation impliquée dans les affaires militaires sans pour autant avoir en tête ce mythe d'un service intégral, service militaire intégral aujourd'hui qui n'est pas adapté. Juste une petite incise aussi, j'entends souvent dire, bon ça c'est pas en tant que spécialiste sur les questions de défense, c'est plutôt par rapport à des questions sociétales ou sociales qui se posent pour les élus. J'entends beaucoup dire en termes de vertu civique, si on incorporait les jeunes, au moins ça aurait cette vertu de les... Là, je voulais donner 2 réflexions là-dessus. D'abord, je pense que malgré tout, l'armée n'a pas à pallier les déficiences du système éducatif. L'armée ne doit pas être un palliatif. L'armée, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui a une utilité, c'est pas quelque chose qui est là pour réparer ce que d'autres font mal. Et deuxième, donc on se défausse un peu trop facilement des responsabilités du monde éducatif sur l'armée qui va prendre le relais. Donc ça, il faut faire attention à ça. La deuxième chose, c'est que par rapport à des jeunes qui peuvent poser problème et dont on dit s'ils avaient été incorporés, ça aurait peut-être un peu, ça les aurait remis d'aplomb, si vous me permettez l'expression un peu familière. Il faut être conscient quand même qu'aujourd'hui, on a des dérives et une jeunesse qui part à la dérive beaucoup plus jeunes qu'auparavant. Quand vous avez des gamins maintenant de 12-13 ans qui sont déjà dans un monde d'incivilité, un service militaire à 12-13 ans, ça n'a pas beaucoup de sens, ni pour eux, ni pour, et encore a fortiori moins pour l'armée. Donc il faut avoir conscience aussi de l'évolution de ces réalités sociales dans notre pays pour voir que le modèle de la conscription universelle tel qu'on a pu le rêver ou l'avoir, aujourd'hui me semble quand même dépassé. Et vous parliez à l'instant de la tension qu'il pouvait y avoir à engager des réservistes à cause de la technicité que requiert le métier militaire aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas dans une trop forte intensité technique pour mener les guerres qu'on a à mener? Est-ce que quand un missile Scalp coûte plusieurs centaines de milliers d'euros pour détruire un vieux pick-up qui en vaut à peine quelques milliers, on n'est pas allé trop loin dans la technicisation qui fait que le citoyen, on a plus de mal à le mettre à bord grâce à la réserve? Est-ce que cette réserve, elle est possible malgré le fait que être militaire aujourd'hui, c'est devenu un peu un métier de pointe technologique? Alors, vu de l'extérieur. Deux aspects là, sur cette question. Le premier, c'est par rapport à l'articulation avec des civils qui viendraient compléter nos forces armées. D'abord, je pense qu'il y a de la place pour des civils, y compris dans des domaines assez pointus, mais on ne va pas demander à un réserviste d'être pilote de chasse. Donc là-dessus, je pense qu'on a des degrés de spécialisation qui sont quand même assez bien établis, mais je pense qu'il y a de la place pour des gens, des réservistes, notamment dans tout ce qui concerne les états-majors. Il y a aussi de la place, y compris d'ailleurs pour des opérations en matière d'infanterie ou autres, qui peuvent être faites sans trop de problèmes. La deuxième chose, c'est malgré tout, je ne crois pas qu'on soit dans une technicité
excessive. Je crois au contraire, malheureusement, on n'en a peut-être pas bien conscience, qu'on vit un renversement, ou en tout cas un rééquilibrage des puissances à l'échelle mondiale, qui fait qu'aujourd'hui, la supériorité technologique dont on pouvait se prévaloir et qui nous donnait, et qui nous a longtemps donné une supériorité au combat, ceci est en train de s'effriter. Alors il y a des endroits où c'est plus sensible que d'autres, mais moi ce qui m'a beaucoup frappé quand on a passé en revue un peu les menaces et les risques du monde d'aujourd'hui, mais déjà de demain, c'est quand même une forme de nivellement des capacités technologiques des armées et la supériorité militaire occidentale. Aujourd'hui, elle est battue en brèche. Vous avez des systèmes d'armes de plus en plus sophistiqués qui sont acquis par des puissances moyennes, par des puissances régionales. Vous voyez autour de nous des pays de l'arc méditerranéen aujourd'hui se dotent tous de systèmes de défense, en particulier de systèmes de missiles, beaucoup plus sophistiqués qu'il y a quelques années, à tel point qu'on se demande aujourd'hui si demain ou après-demain nous sommes appelés à intervenir dans certaines zones africaines, nous serons encore en mesure de le faire de façon aussi facile, entre guillemets, que nous le faisions jusqu'à présent. Le survol de certains territoires va devenir aujourd'hui extrêmement compliqué parce que ces pays acquièrent des systèmes de défense très sophistiqués, sol-air, très sophistiqués, qui font du déni d'accès. En particulier russes, les fameux S-400 qui ont été livrés à la Syrie, mais qui sont en passe d'être livrés à peu près à tous les pays riverains de la Méditerranée, ce qui pour nous pose un vrai problème. C'est-à-dire que la supériorité technologique qu'on avait, qui faisait qu'on pouvait, ce qu'on dit dans le langage, entrer en premier. C'était une des grandes qualités de l'armée française, c'est qu'elle avait capacité de projection pour entrer en premier sur un théâtre d'opération. Aujourd'hui, et ça, cette faculté était permise non seulement parce qu'on avait de bons soldats et de bons matériels, mais aussi parce que les pays par lesquels nous devions passer n'avaient pas de capacité de nous empêcher de le faire. Ça sera totalement différent demain. Un autre exemple qui est plus qu'anecdotique, vous savez, dans des guerres où on parle, effectivement, vous disiez par rapport à un pick-up, donc même des guérillas ou des mouvements insurrectionnels, qui sont des mouvements souvent d'une grande rusticité. Aujourd'hui, vous avez par exemple une guerre au Yémen qui est menée par ce qu'on appelle des milices. Il faut savoir quand même que les milices Houthis dont on parle sont capables de tirer des missiles balistiques en direction de l'Arabie Saoudite et sont capables de tirer des missiles sur des navires qui croisent dans le Golfe. Donc on n'est plus dans des milices armées de Kalachnikov et avec des tongs. Il y a ça aussi. Il y en a aussi toujours au Mali ou ailleurs, mais il faut quand même avoir conscience que à l'échelle mondiale, la tendance est quand même à une sophistication qui nous fait perdre notre supériorité technologique. Donc je crois qu'il serait très dangereux pour nous d'abaisser la garde et d'abaisser notre niveau d'ambition, parce que je ne dis pas qu'on sera en mesure de garder un cran d'avance en permanence, mais il faut être conscient de ce nivellement qui est en train de s'opérer et qui est extrêmement préoccupant parce que ça remet en cause beaucoup de choses, y compris d'ailleurs sur le plan diplomatique, puisque la force armée, comme le rappelait Michel Goya, est un outil au service de la politique et de la diplomatie. Et évidemment, quand vous n'avez plus les moyens de tordre le bras militairement à des gens avec lesquels vous êtes en contentieux, ça pose quand même un problème. Et là, aujourd'hui, vous avez de plus en plus non seulement des États, mais même des groupes proto-étatiques qui seront en mesure de nous concurrencer, y compris dans le domaine technologique. Et ça, c'est quand même extrêmement cette préoccupant. technologie coûte quand même très cher. Michel Goya, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le ratio, selon vous, à peu près euro ennemi éliminé de cette guerre contre Daesh et le terrorisme en Afrique? Alors oui, effectivement, si vous voulez, le cœur moderne de notre équipement, ce qui est considéré comme moderne actuellement, en attendant la nouvelle modernisation, les nouveaux équipements qui arrivent, est fondamentalement conçu pour affronter l'armée soviétique. Tout ce que l'on a, le Rafale, les véhicules blindés de combat d'infanterie, ils ont été conçus dans les années 80, 90, et ils ont été conçus pour combattre en Centre-Europe des armées soviétiques. Donc dans des combats généralement de très haute intensité, bien sûr, et de faible durée. Or, finalement, on les emploie de fait, dans la réalité, sur des conflits extrêmement longs et dans des théâtres qui sont loin de l'Allemagne comme c'était conçu au départ. Donc on se retrouve effectivement avec des engins coûteux aussi à l'emploi, sophistiqués aussi, ce qui pose parfois des problèmes de maintenance, et face à des organisations armées, parce que nos adversaires
réels. Ceux que nous affrontons en réalité depuis 50 ans, ce sont des organisations armées. Nous avons affronté quelques États, mais globalement, quand on fait le total, vous avez 600 soldats français qui sont tombés en opération. Et 400 qui sont qualifiés de morts pour la France, donc au combat. Parmi ces 400, vous n'en avez aucun qui a été tué par une balle, un obus d'une armée régulière d'un État. Donc tous, les 400, ont été tués par des groupes armés. Depuis le Front de Libération Nationale au Tchad dans les années 60, les Tigres, Katangé, vous avez, etc. etc. Et nous luttons encore aujourd'hui contre les organisations armées, des organisations djihadistes, l'État islamique, Al-Mourabitoun, etc., etc. Bon. Et donc c'est ça, la réalité des faits, c'est ça. Et c'est, comme le dit Arnaud, ces groupes armés aussi sont en train de remonter en puissance. C'est-à-dire que là, on se termine une parenthèse de supériorité, on va dire, occidentale en termes d'équipement. Bon, voilà, en gros, on avait une très grande supériorité. Pourquoi ? Parce qu'on était les seuls. C'est-à-dire que l'industrie soviétique, russe avait disparu, il n'y avait pas de concurrents. Là, maintenant, on retrouve de l'armement concurrentiel, donc qui peut alimenter nos ennemis, concrètement. Et parmi ces ennemis, des organisations armées. Donc on n'est pas... comment dire on peut retrouver face à nous, effectivement, des groupes armés avec des engins beaucoup plus sophistiqués. Maintenant, voilà, ce qui va aussi poser des problèmes sur notre modèle de force, ou nos façons de faire l'affaire. On a beaucoup utilisé, par exemple, les avions, les campagnes aériennes, parce que c'était un moyen d'agir sans prendre de risques, puisque globalement nos avions ne risquaient pas grand-chose. Nous avons eu un avion abattu en opération en 1995, c'est tout. Donc voilà, c'était une manière de faire la guerre sans trop de risques en réalité. Ça va commencer à disparaître. Et donc il faut penser, et cette manière de faire sans trop de risques, on le payait aussi par ailleurs, hein, comme je disais tout à l'heure, ça coûte cher. En gros, 1 million d'euros pour tuer un ennemi, quoi, hein. C'est ça. Une campagne aérienne, ça revient à peu près à ça, pour cet ordre d'idée. Donc effectivement, ça coûte très cher. Ça coûte très cher en financement. On échange du risque de nos soldats contre du risque sur l'ennemi, ça c'est normal, mais aussi un petit peu sur les populations civiles. Donc là, il y a une inversion aussi qui s'est faite depuis un certain nombre d'années. On prend tellement peu de risques pour nos soldats, malgré tout, même si la France n'est pas je dirais, le pire dans ce domaine. Il y a des pays qui sont beaucoup plus inhibés que nous encore, mais on évite de prendre beaucoup de risques à nos soldats, et ça se paye par ailleurs. On transfère le risque sur d'autres catégories. Justement, est-ce qu'il faudrait avoir moins peur de perdre des soldats et être plus audacieux en termes d'exposition ? C'est un petit peu compliqué. On l'est déjà beaucoup. Vous pensez qu'on prend déjà beaucoup de risques ? Moi, je pense qu'on est parmi. Alors, il faut se comparer à ce à quoi on peut se comparer. Parmi les armées, le chef d'état-major des armées dirait les armées agissantes, c'est-à-dire des armées vraiment actives au combat. D'abord, on est la seule armée européenne aujourd'hui engagée telle qu'on l'est sur des fronts actifs, c'est-à-dire où on se bat tous les jours. Vous allez au Sahel aujourd'hui, les opérations, qu'elles soient aériennes ou terrestres, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des soldats qui risquent leur vie dans des opérations de combat. On est le seul pays européen à vivre ça aujourd'hui. Aucune autre armée européenne n'est engagée de cette façon. Il y a des Allemands au Mali, mais les Allemands ne combattent pas au Mali. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être touchés par des combats qui s'imposent à eux, mais eux ne vont pas au combat. Un certain nombre d'armées... Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours faire la part des choses. On n'est pas tout seul. Il y a d'autres armées. Il y a des Néerlandais, il y a des Suédois, il y a des Allemands, il y a des Estoniens. Mais il faut bien savoir que les seuls qui ont le mandat qu'on appelle robuste, vraiment, de combattre, ce sont les armées françaises. Et donc, on prend déjà des risques énormes. Je pense que les choses ont d'ailleurs changé. Ce qui a été vraiment un facteur, c'est l'Afghanistan. C'est l'Afghanistan parce que avant l'Afghanistan, c'était soit des campagnes africaines. Pas dire qu'elles étaient faciles, hein. L'environnement est toujours compliqué, mais c'était quand même des opérations où là on avait une supériorité telle qu'on arrivait quand même à nos fins relativement rapidement et en étant vraiment supérieur. Ensuite vous avez eu toute la période ex-Yougoslavie, mais l'ex-Yougoslavie, on était sous casque bleu, c'était très compliqué, on a perdu beaucoup de soldats, on oublie qu'on a perdu beaucoup de soldats aujourd'hui, 90 morts, c'est énorme, c'est autant que l'Afghanistan, hein. On a perdu autant de soldats en Croatie et en Bosnie qu'en Afghanistan, mais c'était Michel Yasservi,
servi, moi aussi. C'était des opérations dites de maintien de la paix. On était phagocyté par un mandat onusien et on n'était pas véritablement engagé contre des ennemis. On était un peu des victimes collatérales de conflits communautaires. Bon, là, en Afghanistan, on s'est fait prendre à partie pour ce que nous étions et face à des ennemis qui voulaient vraiment nous tuer, pas pour adresser des signaux politiques ou pour faire du collatéral par rapport à leurs autres adversaires. C'était vraiment frontal, j'allais dire. Et là, on a redécouvert ce que c'était qu'une guerre avec des ennemis qui veulent votre mort. Et depuis, on est dans cette configuration-là. Donc la prise de risque, elle est là. Pour revenir sur la question précédente et sur le coût, j'allais dire, et effectivement, ça rejoint ce qu'on a dit tout au début. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a il y a malheureusement parfois chez les politiques une facilité dans l'emploi de la force. Parce que en particulier, moi j'avais été assez critique par rapport aux frappes qui avaient pu être menées contre Daesh. Je veux dire, personne dans cette salle ne va remettre en cause le fait que c'est tout à fait légitime et bien de taper Daesh. Enfin, je ne suis pas d'état d'âme à ce qu'on aille taper Daesh, loin de là. Et ça viendrait à l'idée de personne de dire non, il ne fallait pas le faire. Simplement, par rapport à nos capacités et par rapport aux résultats que ça produit, moi je fais partie des gens qui ont des doutes sur justement l'efficacité de certaines opérations que nous avons pu conduire et de certaines opérations aériennes ou qui ont été faites parce qu'il fallait envoyer un signal politique pour rassurer la population française. Mais c'est vrai que quand vous avez des missiles à 150 000 € ou 200 000 € pièce qui sont tirés sur des hangars dont on a à peu près la certitude qu'ils sont vides, mais que c'est pour envoyer un signal politique et pour montrer notre détermination, ça me pose quand même un peu de questions, si vous voulez, parce que on a tendance, si ça se fait une fois, à la limite, pourquoi pas, il y a un signal d'envoyer, mais on a tendance à abuser à ce recours-là. Et pour montrer, vous voyez, les déploiements de porte-avions, les déploiements de... Et là, malheureusement, vous flattez aussi les forces armées. Un aviateur, il est ravi si vous mettez ses compétences à l'épreuve et que vous lui dites, mais on va avoir besoin de toi et tu vas être le... Il va pas dire non. Enfin, d'abord, il peut pas dire non, mais en plus, c'est très flatteur pour nos armées d'être utilisées. Donc il y a un cycle un peu vicieux qui a été instauré avec des politiques qui souvent sont des politiques qui connaissent mal l'armée au départ et qui ont un recours systématique parce que quand ils sont au pouvoir, ils se rendent compte que ça marche bien et que moi j'ai tendance à dire de façon un peu imagée, caricaturale, il y a plein de boutons qui marchent pas, vous appuyez, ça marche pas, ça, dans l'état ça fonctionne pas, mais au moins le bouton militaire, vous appuyez, tout de suite les types sont en garde à vous et ils sont très professionnels et très loyaux et ils ont envie de faire leur boulot du mieux qu'ils le savent et qu'ils le peuvent. Donc c'est formidable pour un politique. Vous êtes à peu près sûr du résultat et ça marche. Donc il y a une tendance quand même, une tentation à abuser de cela. Et je crois que dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'opérations qui étaient peut-être un peu superflues par rapport aux résultats obtenus. Et je crois d'ailleurs fondamentalement, on pourrait venir, je crois fondamentalement que la lutte antiterroriste, ce n'est que marginalement militaire. Si vous voulez. Je crois que c'est avant tout du renseignement, de la police et de la justice. Alors après, il peut y avoir une extension militaire, en particulier quand on est à l'extérieur, et ce qui a été fait contre Daesh a été utile et bien fait, et ça continue d'être fait d'ailleurs. Il ne faut jamais oublier qu'on a encore, à l'heure actuelle, des artilleurs et quelques forces spéciales qui sont en train de combattre en Irak en particulier, mais ça vient en appoint, si vous voulez. Le gros de l'effort antiterroriste, il n'est pas militaire. Il faut quand même être conscient de ça. Mais alors, je vois la question de l'atelier d'Orléans qui dit « L'armée a-t-elle la capacité à œuvrer simultanément à l'intérieur, entre parenthèses, terrorisme, et à l'extérieur de nos frontières ?» Et à travers cette question, je me dis qu'à la fois, on peut poser la question du bilan du fait d'avoir engagé l'armée française à la fois dans le Sahel, à la fois au Levant, à la fois en France avec Sentinelle. Quel bilan est-ce que vous tirez cette triple exposition, ce triple engagement? Est-ce que on a réussi à bien le mener? Est-ce qu'on a vraiment cette capacité à agir à l'intérieur et à l'extérieur à la fois? Ou est-ce que vous pensez que... Voilà, vous nous avez un peu dit qu'il y avait de la communication parfois dans certains emplois de la force, mais voilà, où est-ce qu'on en est de cette capacité à agir à l'intérieur et à l'extérieur? Alors, quand vous faites le total des 3 opérations dans le cadre de la guerre contre les organisations djihadistes,
l'opération Chamal au Levant, l'opération Barkhane au Sahel et l'opération Sentinelle sur le territoire métropolitain. En fait, le total, au plus fort de l'engagement, ça représentait ce qui est prévu dans les contrats opérationnels des livres blancs, ce qui est prévu comme engagement majeur, comme conflit maximum, avec un certain nombre d'avions. Enfin, voilà, on est dans une situation de configuration de conflit majeur. Bon. Quel est le bilan de cette action dans le cadre d'un conflit majeur sur l'ennemi lui-même ? Bon, j'ai quelques doutes en réalité. Si on fait beaucoup de choses, on dépense une certaine quantité d'argent, on agit beaucoup, mais en réalité, je pense qu'on ne combat pas autant qu'on aurait pu le faire véritablement. Quand le 15 novembre 2015, le président de la République dit « Voilà, je m'engage devant vous à mettre tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui a fait cela », non, on n'a pas mis tout en œuvre. L'armée des fanatiques, on a multiplié les raids, d'ailleurs, dans la foulée sur à peu près pas grand-chose, on va dire, les raids aériens. Mais on n'est pas allé au combat. C'est la guerre contre l'État islamique, c'est la première guerre que mène la France. Vous avez beaucoup plus de morts civiles que de soldats tués, ce qui est pour moi une aberration historique. C'est aux soldats qu'il faut faire prendre les risques, pas aux civils. Maintenant, pour revenir à cet engagement sur le territoire métropolitain, je pense, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que ça relève plutôt de l'opération anxiolytique. En réalité, on gère du stress de la population plus que de l'efficacité réelle. Sentinelle, enfin les militaires dans les rues, ça n'a pas commencé avec Sentinelle, ça date de la guerre du Golfe en réalité. Donc c'est tout début des années 90, ça fait maintenant presque bientôt 30 ans qu'on a des soldats dans les rues. Ça a coûté, si on fait le total de ce que ça a coûté, ça a dû coûter 1 milliard d'euros à peu près de surcoût. Ça représente aux alentours de 25 millions de journées d'engagement de nos soldats. Donc autrement dit, c'est une ponction de ressources considérable. Pour quel bilan opérationnellement, il est très limité. C'est-à-dire que je pense même qu'avec ce milliard d'euros, tous ces millions de journées de travail, on aurait pu améliorer la sécurité des Français en les investissant ailleurs, dans les services de renseignement, dans tout un tas de choses. Je pense que ça aurait été plus efficace, moins démonstratif, moins visible, parce que la qualité première de Sentinelle, c'est sa visibilité. Et d'un point de vue opérationnel, ça a son défaut peut-être majeur. Mais voilà, quel est le bilan opérationnel ? C'est quels attentats on a évités. On a pu intervenir 2 fois à Marseille et à Strasbourg. Bon, c'est déjà extraordinaire. Mais on aurait pu, au moins dans le deuxième cas, les forces de sécurité auraient pu s'organiser peut-être différemment, mais c'est un autre débat. Voilà, mais c'est à peu près tout. Il y a à peu près 30 attentats où les militaires étaient dans la zone où ils n'ont rien pu empêcher depuis 1990. Oui, globalement, je partage assez l'avis un peu sceptique de Michel Goya, même si j'ai un petit peu évolué par rapport à ma position initiale où j'étais très critique sur tout ça, sur Sentinelle en particulier. Le fond du problème, c'est que rassurer, ça n'est pas forcément protéger. Il y a une différence entre les deux. Et Sentinelle est là pour rassurer la population, ce qui est de l'ordre de la psychologie, comme le dit Michel. La protection véritable, c'est autre chose. Et on sait bien que ce n'est pas forcément le déploiement de militaires dans la rue qui va assurer une protection maximale. C'est plutôt un bon renseignement en amont, une capacité à déceler, à détecter les gens qui veulent agir et à les entraver par des moyens qui sont des moyens essentiellement de police, avant que l'acte ne soit commis. Et donc, j'ai quand même des doutes de fond sur Sentinelle, en particulier, il y avait à l'époque, au moment où ça s'est mis en place, un côté improvisé qui a été très, je ne veux pas dire traumatisant, parce que nos soldats ne sont pas facilement traumatisables, mais qui a été quand même pénible à vivre pour nos forces armées. Il faut être conscient des soldats, ce que ça leur a fait peser sur leur cycle d'entraînement, sur leur cycle de préparation, sur leur cycle de récupération. On a quand même eu des problèmes sociaux majeurs dans nos armées. Les taux de divorce ont explosé. On a quand même des vrais problèmes par rapport à notre ressource humaine qui est précieuse, parce qu'on a une armée, encore une fois, de très grande valeur, mais il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus. Et avec Sentinelle, la façon dont ça s'est mis en place, on a un peu tiré sur la corde quand même. On a complètement bouleversé. Pendant 1 an, il faut avoir conscience que pendant plus d'1 an, tout le cycle de la préparation aux interventions, aux opérations, c'est-à-dire les cycles d'entraînement et de formation, ont été perturbés et ont été complètement annulés
par la ponction de ressources opérée par Sentinelle. Donc moi, j'ai quand même eu une vision assez critique de tout cela. D'un autre côté, moi, je suis le premier quand je me balade dans la rue, si je tombe sur des militaires, je suis comme tout le monde, ça me rassure d'une certaine façon. Dans les lieux publics, oui, la réflexion que je viens de faire devant vous sur l'utilité de tout ça, spontanément, elle s'efface devant un sentiment de sécurité quand même. Et bon, en plus, on a une petite fibre qui fait que, voilà, on n'est pas insensible à cela. D'autre part, malgré tout, je pense que... Et pour l'armée, ça a eu des vertus aussi. Nos militaires se sont sentis... alors beaucoup ont pesté au départ, et puis après, il y a eu quand même un effet d'opportunité pour montrer qu'ils étaient aussi sur le sol national, qu'ils pouvaient être mobilisés sur le sol national, et que ces professionnels qu'on envoie se battre aux quatre coins du monde... ils avaient quand même aussi une forme, peut-être pas de fierté, mais en tout cas de satisfaction d'être utilisés pour répondre à un besoin immédiat de la population française qui se sentait menacée sur son sol. Donc voilà, c'est un bilan peut-être plus mitigé que je ne l'aurais imaginé au départ. Moi, j'étais assez critique. Sur les opérations extérieures, je pense que là aussi, sur l'engagement au Levant, j'ai des doutes parce qu'il fallait évidemment politiquement y être. Il faut politiquement être membre de cette coalition qui combat Daesh, et puis ça nous donne effectivement une forme de levier. Simplement, on voit quand même que le coût engendré par rapport à une contribution assez marginale, par rapport aux efforts qui ont été faits, quand vous représentez 3 ou 4% des frappes, pour nous c'est un coût considérable, mais l'utilité marginale de représenter 3 ou 4% des frappes, ça reste quand même discutable. Moi, je pense qu'il ne faudra pas y rester trop longtemps. Mon sentiment est qu'il ne faudra pas y rester trop longtemps. Et j'ai peur qu'à un moment ou un autre, il y ait un côté disproportionné par rapport à nos capacités réelles, quoi. Il faut savoir jouer dans la cour qui est la nôtre. Oui, quand nos alliés partent. Puis la dernière opération sur Barkhane, alors c'est une opération à bien des égards, la successeur de Serval, qui a été remarquable au sens où c'est prodigieux, au sens littéral du terme, c'est prodigieux ce que réussit l'armée française sur un tel théâtre, 5 millions de kilomètres carrés, c'est époustouflant. Et d'ailleurs, tous ceux qui vont voir comment opèrent nos armées sur place sont époustouflés. Simplement, attention d'abord à deux choses, à mon avis, qui sont des vrais dangers. Il y a un côté Sisyphe. Vous n'arriverez pas à venir à bout, c'est une illusion de croire qu'on va éradiquer les djihadistes sur 5 millions de kilomètres carrés avec 4000 hommes. Donc il faut avoir conscience des limites de notre engagement. Première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi prendre garde au syndrome britannique, ce que les Britanniques ont appelé l'overstretching, c'est-à-dire la surexposition et une surutilisation de leurs forces. Eux, ça a été l'Afghanistan et l'Irak qui les ont considérablement épuisés et qui les ont amenés à perdre des capacités. Les Britanniques sont très proches de nous. Nous avons des modèles d'armée extrêmement proches. Attention à ça. Il ne faut pas que, sur la durée, on ait un épuisement tel en termes de ressources humaines et d'équipements qui arrive à créer des trous capacitaires, véritablement. Les Britanniques ont ces difficultés aujourd'hui. Ils ont eu du mal à régénérer leurs forces. Et ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a fait le travail de revue stratégique, ce qui m'a beaucoup frappé, et ce qui a sans doute été le point de tension le plus fort, c'est que les militaires eux-mêmes, chefs d'état-major des armées au premier rang, plaidaient non pas pour un abandon des ambitions, un militaire est toujours ambitieux, singulièrement un militaire français, mais pour que ces ambitions soient à la mesure de nos capacités et pour qu'on mette l'accent aussi sur la régénération de nos forces. Parce que nos forces sont aujourd'hui très utilisées, très sollicitées. Là où des civils, des diplomates, des politiques ont eux tendance peut-être à voir l'armée plus belle qu'elle n'est et à charger un peu la barque. Et en disant non, il faut avoir un degré d'ambition très 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 élevé et à solliciter l'appareil militaire peut-être au-delà de ses capacités réelles. Voilà, ça c'est une tension qu'il faut prendre en considération. Nous devons le faire, nous élus, civils, nous devons être conscients de ça et ne pas nous laisser fasciner par les réussites
réel que notre outil militaire a rencontré sur ces théâtres. Mais donc face à ces tensions, face à des alliés qui nous abandonnent, comme les Américains qui ont annoncé qu'ils se retiraient de Syrie, est-ce que, et donc là on rebondit sur la question de l'atelier de Laval, est-ce que en fait la solution, ça serait pas d'avoir une armée européenne qui permettrait quand même de préserver la souveraineté des États? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pars sur mon dada là. Il faut s'enlever cette idée de la tête. Enfin, on peut rêver, on peut avoir une vision en se disant l'objectif à atteindre, c'est ça. Moi, j'ai rien contre d'ailleurs. Je pense qu'à terme, oui, si on veut une Europe européenne et une Europe autonome au niveau militaire, il faudra bien arriver à faire des choses en commun. Mais faire des choses en commun, ça ne veut pas dire créer une armée européenne. Et je crois qu'il y a une dangereuse illusion à travers cette expression même. Moi, je suis prêt à vous parler de forces conjointes, à vous parler de groupes d'intervention conjoints, de tout ce qu'on veut qui se fait ensemble. Mais il faut avoir conscience de quoi on parle. Quand on parle d'une armée européenne, la première question qui vient à l'esprit, c'est qui commande, selon quelle légitimité. Donc aujourd'hui, on va dire, allez, on franchit le pas, on crée une armée européenne. Alors on va mettre des soldats allemands, danois, français, italiens ensemble. OK, et on va créer un corps commun. Qui le commande ? Et qui l'envoie au combat, parce que tant qu'il s'agit de faire des jeux d'état-major, c'est pas compliqué. À Strasbourg, ça existe, l'Eurocorps, c'est multinational, il y a 6 nationalités européennes, ça marche très bien d'ailleurs, mais ce n'est qu'un état-major. C'est pas des gens qui partent au combat, et quand on les déploie, on les envoie en état-major. C'est pas une force combattante, c'est pas une unité combattante qui va donner la mort et risquer sa vie. Qui prend cette responsabilité politique-là pour un corps multinational ? Qui va le faire ? Qui va commander cette armée européenne ? Qui aura la légitimité de le faire ? Est-ce que ça sera une armée parlementaire à l'allemande ? Pour les Allemands, l'armée européenne, quand ils parlent d'armée européenne, il est inconcevable pour eux que cette armée européenne ne soit pas parlementaire, c'est-à-dire sous les ordres stricts d'un parlement. Nous, c'est une armée totalement, Michel l'a rappelé tout à l'heure, totalement exécutive. Et ça a beaucoup de vertus d'ailleurs en termes d'intervention et de capacité d'intervention. Vous voyez, il y a des questions quand même extrêmement concrètes. Elles sont à la fois très concrètes et très philosophiques, je dirais. Donc, armée européenne, c'est pas crédible à horizon visible, si vous voulez. Donc, en revanche, qu'on amène plus d'Européens à intervenir avec nous, c'est souhaitable. Est-ce que c'est possible ? Moi, je reste très sceptique, c'est très compliqué parce qu'on a affaire aux cultures nationales, et j'allais dire tant mieux, nous sommes les premiers à dire que l'Europe, ça doit être l'Europe des nations. Mais quand on dit que l'Europe, c'est l'Europe des nations, l'Europe des nations, ça doit être aussi le respect des identités de chacun, et dans l'identité de chacun, il y a la culture militaire. Et la culture militaire n'est pas la même, par définition, dans tous les pays européens. Donc les amener à s'impliquer plus, oui, et qu'à la limite, ceux qui ne peuvent pas s'impliquer plus militairement le fassent en exprimant une solidarité financière, par exemple, pourquoi pas, ou capacitaire. Rappelons quand même que 2/3 des mouvements logistiques de Serval, lorsqu'on est intervenu au Mali, se sont faits grâce à nos alliés européens, quand même. Donc oui, même nos opérations de combat, les prix du sang, on l'a payé, oui. Et c'est pas normal qu'on soit le seul à le payer. Et ça, je comprends que ça crée une énorme injustice dans la société française. Il faut être conscient quand même qu'on peut pas faire ça si on n'a pas nos alliés derrière qui viennent nous soutenir. Donc il faut trouver des mécanismes de solidarité qui renforcent cette implication européenne. Mais croire qu'on va pouvoir monter une armée européenne, je crois que c'est une illusion assez dangereuse en fait. Michel Goya, est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour conclure sur ce sujet? Sur ce sujet, oui, je dirais simplement que Bruno Retailleau. Une armée européenne, c'est un oxymore en réalité. L'armée, c'est un instrument politique, encore une fois, au service d'un exécutif, d'un État, au service d'une politique. Quand il y aura un État européen avec une politique, notamment une politique de puissance européenne, il y aura forcément une armée européenne. Mais il ne faut pas inverser les choses. L'armée n'est qu'un instrument. Donc pas d'État, pas d'armée, tout simplement. Après, on verra. Michel Goya, Arnaud Danjean, merci beaucoup à vous pour votre présence avec nous ce soir. Merci à tous les ateliers qui nous ont suivis et qui suivent ces questions avec intérêt. Et maintenant, j'aimerais demander à Bruno Retailleau de nous rejoindre pour conclure cette soirée. Écoutez, ma conclusion, ce sera d'abord des remerciements. Remerciements à Farage Benoît, qui était très engagé, qui est très engagé aussi, vous savez, pour une cause qui est une grande cause, belle cause juste.
les chrétiens d'Orient, mais aussi les yézidis, puisqu'il préside, il a lancé une ONG qui s'appelle Fraternité en Irak. Et mille merci d'avoir animé le débat de ce soir. Et alors franchement, on avait deux débatteurs, en tout cas deux personnalités qui sont très différentes, mais qui sont exceptionnelles et qui nous ont fait vivre, je crois, une heure absolument passionnante. Je parle pour celles et ceux qui sont ici. On a dû utiliser d'ailleurs plusieurs salles ici dans les locaux de Force républicaine. Il va falloir qu'on pense à s'agrandir. Mais j'espère aussi que les 2 ou 3 000 personnes qui nous ont suivis dans les 100 et quelques ateliers en France ont pu partager leur passion. Je voudrais remercier évidemment, je vais commencer par le militaire, Michel Goya, que je ne connaissais pas, si ce n'est alors. Je vous recommande vraiment son blog, La Voix de l'Épée. Je vous recommande d'ailleurs dans son blog ses réflexions à la fois bien sûr militaires, ses analyses géostratégiques, mais je vous recommande aussi ses analyses, si j'ose dire, géostratégiques sur le mouvement des Gilets jaunes. Vous en apprendrez. Ne souriez pas, ça vaut la peine, et je crois que, en tout cas, je partage le fait que le champ de l'immatériel, en tout cas, est important et qu'on ne règle pas dans le cadre d'une communauté nationale uniquement les choses et les problèmes que sur l'aspect matériel. Ça compte évidemment, mais pas seulement. En tout cas, merci à Michel Goya. Et alors, Arnaud Danjean, voilà, vous allez le connaître de plus en plus. C'est un spécialiste. Il est député européen, certes, il le sera encore dans quelques mois, évidemment, mais c'est un homme qui est sans doute un des meilleurs Européens en matière de sécurité, de défense. Il fait autorité partout en Europe. D'abord, il a servi dans des conditions extrêmement difficiles, parce que croyez-moi, dans les conditions dans lesquelles il est servi, c'est pas simple. Et il est député européen. C'est un de ses spécialistes et c'est un de nos hommes des trios, vous savez, avec François-Xavier Bellamy, avec Agnès Evren. Et moi, je suis particulièrement heureux que ce choix se soit porté sur lui, parce que ça a beaucoup de sens pour moi. Énormément de sens. On va beaucoup parler de l'Europe, d'une Europe européenne, avec une géographie européenne, avec une histoire européenne, avec une civilisation européenne. Mais dans cette Europe-là, on va parler de protection. Et la première des protections, c'est la sécurité. Sans armée européenne, je n'y crois pas. Effectivement, tout ça est un leurre. Mais en revanche, on ne doit pas baisser les bras. Et il faut nous protéger, évidemment, sur le plan de la sécurité, évidemment sur le plan du choc migratoire avec les frontières, évidemment aussi en matière de stratégie. Quand on pense que nos commissaires, Mme Verstaegen, que j'aimais bien parce qu'elle avait été très courageuse en infligeant des peines et des amendes extrêmement lourdes aux grandes sociétés américaines du numérique, mais là, franchement, il faut qu'elles sortent des bureaux de la Commission, parce qu'on est dans un monde qui est dangereux, et vouloir priver l'Europe de la construction de grands champions, y compris avec Thales d'ailleurs, puisqu'on n'en parle pas, mais dans la décision qu'elle a prise, qui est une grande entreprise de défense aussi française, mais qui peut porter aussi des conséquences sur cette société. Donc vraiment, je suis très heureux, il va falloir soutenir nos candidats. Alors là, je ne suis pas en train de faire un spot télévisuel pour les européennes. Vraiment merci. Donc à tous les deux. La première observation que je voudrais faire, c'est que nous sommes la France. On adore le Luxembourg, on adore tous les grands pays européens évidemment, mais nous sommes la France. Et dans ce que nous sommes et dans notre identité, nous avons dans notre cœur une façon de regarder le monde. Et le soin du monde est quelque chose qui est français, que nous a appris le général de Gaulle, mais dans notre histoire, qui est absolument une constante. Et une armée, une vraie armée, et qui est une très belle armée, c'est la marque française d'être aussi au monde. Nous nous soucions bien sûr de nos intérêts nationaux, mais nous prenons en compte aussi d'autres intérêts que nous portons, et qui sont des intérêts qui consolident aussi notre vision stratégique. Du monde et nos propres intérêts. Et ça, je pense que c'est important. Il faut dire aux Français que, et Dieu sait si le Sénat a été, pour la première fois dans l'histoire du Sénat, je me souviens, j'étais président de ce groupe, on a bloqué pour la première fois, on a dit on va refuser de voter le budget des armées. Ce qu'on ne fait jamais, parce que droite ou gauche, on considère qu'il y a une cause qui nous dépasse, qui n'est pas partisane, mais là, on était rendu à un tel niveau budgétaire qu'on demandait des prodiges, l'exceptionnel à nos armées, tout en les privant de ressources. Et ça, je pense qu'il faut que les Français sachent que investir dans l'État régalien, et notamment dans nos armées, c'est une nécessité dans un monde qui devient de plus en plus dangereux, où l'Europe doit faire des efforts, notamment pour le partage du fardeau.
et ça je pense que c'est totalement possible, où on peut avoir des opérations un peu regroupées, très bien, mais là encore, l'armée, elle est d'abord nationale. On meurt pour un drapeau, des valeurs, on meurt pour ce que nous sommes et qui sont autant de raisons de vivre, mais aussi de raisons de mourir. La deuxième chose que je reprends, qui est une autre observation, attention parce que je pense que ceux qui nous gouvernent, peu importe, d'ailleurs je ne désigne personne, je pense que la guerre, c'est la grande politique. Et paradoxalement, aujourd'hui, on engage trop facilement nos armées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les engager contre Daesh. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas les engager au Sahel, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que souvent, des hommes politiques qui se montrent impuissants sur le plan de l'intérieur vont chercher dans des décisions qui engagent l'armée française ce que moi j'appelle la grande politique, parce qu'ils en sont réduits à faire de la petite politique sur le plan intérieur. Donc ne soyons pas dupes, on engage trop facilement nos armées, et malheureusement, on les dégage trop difficilement. Et je pense qu'on atteint actuellement, où on est sur pas mal de théâtres d'opération, des limites qui peuvent, demain, amener au syndrome du Royaume-Uni. Et entre parenthèses, si demain vous devez avoir une sorte de défense européenne, nous ne l'aurons pas sans nos alliés, évidemment, anglais, parce que les accords de Lancaster House, pour plein de choses, notamment en matière du nucléaire. C'est une vraie armée. Elle a une doctrine d'emploi assez proche de la nôtre. Arnaud et puis Michel Goyel l'ont dit. Et ça, je pense que c'est fondamental. Voilà ce que je voulais dire très, très, très rapidement. Mais on ne peut pas, puisque nous sommes ensemble, terminer cette session et ce mercredi de Force républicaine sans dire un mot du courage de tous nos soldats. Au moment où je vous parle, au moment où nous sommes là, au chaud, ici à Paris, et vous, dans toutes les belles provinces de France, il y a des hommes, il y a des femmes qui risquent leur vie. Arnaud Lou l'a dit, dans des théâtres d'opération, c'est chaque jour, dans des situations extrêmement difficiles. Ces hommes et ces femmes portent les valeurs, vos valeurs, nos valeurs françaises. Je voudrais leur rendre hommage, leur dire un immense merci et dire à vous qui êtes ici, à ceux qui nous regardent, que la force d'une armée exprime en même temps la force civique d'une nation. Et que, certes, une armée doit avoir un niveau, bien sûr, budgétaire, un niveau matériel, qui soit un niveau up-to-date, enfin un niveau top, si j'ose dire, en termes de modernité. Mais si derrière, la nation, la communauté nationale n'a pas cette fierté, je pense que, voilà. Et on ne peut pas avoir une société du devoir, qui serait la société militaire, avec une société qui ne penserait qu'à des droits du quotidien, des droits pour mieux vivre. Sans doute, il faut mieux vivre. Mais je pense que ce civisme, il est fondamental pour que nos armées, qui ont une tâche qui est très très rude, se sentent soutenues, qui sentent que chaque Français a à cœur de défendre les couleurs, les valeurs de la France. Voilà, et donc nous sommes une seule et même nation, et c'est derrière notre armée, et je pense que chaque civil peut avoir un rôle, et doit avoir un rôle, qui est de porter justement ces valeurs du patriotisme. C'est ce que je veux ce soir réaffirmer pour rendre un hommage puissant, vibrant, j'espère, à tous nos soldats, où qu'ils soient. Merci à vous.